Alors, plus on utilise de couleurs, plus on a des possibilités, des précisions sur l'identité de nos cellules. Alors, si vous utilisez 2 couleurs, vous avez 2 fois 2, vous allez avoir 4 familles de cellules. Plus vous augmentez, d'accord, plus vous allez augmenter le nombre de sous-populations lymphocytes que vous allez avoir, de cellules que vous allez avoir. Excusez-moi, je suis immunologiste, donc c'est pour ça que je pense beaucoup aux lymphocytes, mais c'est valable pour n'importe quelle cellule. Les cellules de soupe, les cellules de crapaud, les cellules de sémitique, d'accord. Et à partir d'un moment, vous allez avoir un nombre de sous-populations. Si chaque fois vous divisez par 2, vous allez avoir un nombre de sous-populations qui devient énorme. D'accord. Alors, dire qu'on fait du 8 couleurs, du 10 couleurs, c'est très gentil, mais vous allez avoir des feuilles de résultats qui sont énormes. Et quand vous allez donner ça au clinicien, par exemple, il ne va rien comprendre du tout, il ne va pas avoir envie de se casser la tête dessus. D'accord. Donc, pensez bien en tête, gardez bien en tête que ça peut devenir très compliqué, ça va être très compliqué à régler, mais ça va être très compliqué à interpréter. Et après, on va rentrer dans des problématiques comme en biologie moléculaire avec les biopuces. On est dépassé par le nombre de résultats et on a beaucoup de difficultés à les interpréter. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux logiciels mathématiques qui aident à analyser des données très complexes parce que on n'arrive quasiment plus à le faire avec notre petit cerveau. Alors, ne serait-ce que vous avez déjà 3 couleurs, c'est déjà très difficile de dessiner. Il y a quelques logiciels qui font des graphes 3D. On vous a parlé des graphes 2D pour l'instant, il y a des logiciels qui font des graphes 3D. Je vous évite fortement de les utiliser parce que c'est joli, mais on ne comprend rien du tout. Vous voyez que là, il y a plusieurs populations et on ne sait jamais trop dans quel sens il faut regarder ça, parce que c'est dans un cube, on ne sait pas trop comment elles sont réparties. Et puis, l'autre possibilité, c'est de mettre tous les graphes un par un. Alors vous avez vos cellules là, puis là vous avez fluorochrome 1 comparé au fluorochrome 2, fluorochrome 1 comparé au fluorochrome 3, etc. Et vous allez avoir une quantité impressionnante de graphes. Et là, c'est un truc assez simplifié, parce que c'est un 8 couleurs. D'accord. Vous voyez que j'ai déjà beaucoup de choses à analyser et à comprendre. Donc, quand vous analysez ces données, il vous faut être calme et bien tranquille dans votre bureau, parce que vous ne pouvez pas faire ça en répondant au téléphone. Il y a certains logiciels qui vous affichent automatiquement tout ça. Si vous n'avez que 3 couleurs, vous arrivez à décrire assez simplement avec 10 graphes. Si vous avez 8 couleurs, vous montez à 45 graphes déjà. Il y a des systèmes automatiques, je t'en ai parlé un petit peu. Alors le plus connu, c'est sur Infinicide. C'est un système automatique, c'est une boîte noire, et il vous dit, eh ben, moi je décide, cette cellule, ça correspond à tel phénotype. Donc, vous rentrez tout. Des fois, vous pouvez même mélanger des tubes, c'est-à-dire que vous faites un panel 10 couleurs avec un tube, un autre panel 10 couleurs, et lui, il mélange tout. Il va faire un traitement mathématique assez compliqué. C'est des logiciels d'analyse de systèmes complexes. Et il va vous dire, ces cellules correspondent à tel phénotype, et je décide que ça correspond à telle identité de cellule. D'accord. Il peut vous donner différents graphes qui ne veulent rien dire absolument, si vous ne savez pas à quoi ça correspond. Les unités ne correspondent plus à rien. D'accord. Et c'est avec les codes couleurs que vous allez arriver à vous repérer un petit peu. Ça, c'est des systèmes d'analyse PCA, analyse short web. C'est compliqué, c'est utilisé aussi en biologie moléculaire dans l'analyse des biopus. Et ça vous donne, donc, ce qu'on appelle des APS, vous voyez, il n'y a plus d'unité, il n'y a plus rien, ça vous donne des nuages. Et après, vous prenez l'habitude en vous disant, mon nuage rose correspond à un lymphocyte B, à tel niveau, puis le rose pâle, ça correspond à telle famille. Et comme ça, vous pouvez comparer plusieurs échantillons et voir celui qui est dans la.
Je peux vous donner des statistiques sur chaque population. Et il faut, vous voyez, il n'y a aucune unité, et il n'y a aucun. Il n'y a rien sur les axes, X et Y, parce que c'est rien dire. Alors, une fois qu'on a nos graphes, vous avez vu les différents types de graphes, comment on va analyser nos données? On a des outils qui sont quasiment tous les mêmes sur sur les logiciels. Et là, on a installé 2 logiciels sur lesquels vous pourrez vous entraîner. Ce n'est pas forcément ce que vous aurez à la maison, mais là, les principes sont les mêmes. Encore, les boutons peuvent changer de place ou de couleur, mais c'est... Alors, quand on a ces 2 populations, la population négative et positive, on peut sélectionner, on dit au cytomètre, il faut qu'on lui explique, parce qu'il ne sait pas des logiciels, ça c'est positif, ça c'est négatif. D'accord? Je décide parce que j'ai testé des négatifs, j'ai testé des positifs, je sais que ça c'est positif. D'accord? Et je sais qu'il y a une anticoagulance, etc. Donc je peux lui dire, sélectionne-moi cette population, et à ce moment-là, il va vous donner des statistiques sur cette population. Il va vous dire combien vous avez de cellules, quelle est la moyenne de cellules en intensité, de couleur, quelle est la répartition, il va vous donner plein de statistiques. C'est des statistiques classiques, hein, moyenne, médiane, écartique, etc. On ne vous a pas expliqué, je fais une petite parenthèse, mais on pourra vous donner les diapogrammes à la fin. Si vous restez jusqu'à la fin, avec le diplôme. Alors, il y a différentes façons de sélectionner, différents outils. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner, vous avez vu qu'il y a plusieurs sur des nuages de points, on peut sélectionner différentes populations et on peut mettre des cadres qui vont nous dire, pour chaque population que j'ai sélectionnée, je peux avoir des statistiques. D'accord? Donc là, alors on appelle ça des fenêtres en français, en arabe, je ne sais pas. En anglais, c'est des gates, un portail. Hein, pourquoi, je ne sais pas. Donc, souvent on dit qu'il faut gater, c'est faux, hein, il faut une fenêtre. Et on entoure une fenêtre, on entoure une population d'une fenêtre. Vous voyez que je prends ce que je veux, donc là je décide que ça c'est tous mes lymphocytes, je mets une fenêtre. Donc ça c'est des rectangles, mais on a la possibilité d'avoir, comme sur les PowerPoint, on a la possibilité d'avoir un polygone, c'est-à-dire qu'on sélectionne, on met un point ici, on met tous les points qu'on veut et on sélectionne notre population. Ça permet d'être plus homogène. Vous pouvez mettre n'importe comment vos polygones. Et vous pouvez avoir sur certains logiciels des ellipses. Alors l'ellipse, c'est en théorie la répartition statistique la plus logique. C'est celle qu'on aurait utilisée le plus, mais le plus de. Et quelquefois sur certains logiciels, vous avez la possibilité de centrer votre gate, votre fenêtre, sur la population. Vous dites au logiciel, mets-toi automatiquement sur le centre de la population. Ça marche pas très bien. Okay? Mais si vous avez 150 tests à analyser, vous mettez votre gate sur le premier tube, puis après vous passez les autres, votre gate devrait s'aligner quand il y a un petit changement d'un tube à l'autre. Je reviendrai là-dessus, vous ne pouvez pas faire ça automatiquement, clic, parce que ça ne marche jamais. Il y a toujours des petites variations. D'accord? Donc il faut toujours vérifier. Et vous ne pouvez pas non plus valider les chiffres qu'un technicien ou un étudiant vous a donné. Il faut voir les images. Hein, faites confiance. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les nuages de points sont beaucoup plus informatifs. Par exemple, ici, vous avez un échantillon, toujours lymphocyte T, CD4, CD8. D'accord? CD4 en rouge, CD8 en bleu. Si vous regardez un histogramme, vous apercevez ici qu'il y a 2 populations CD8 et une population rouge. D'accord? Les négatifs, ils sont ici. D'accord? Mais en fait, si vous regardez en nuage de points, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de populations. Vous voyez vos CD4 ici, qui n'ont pas de CD8. Vous voyez des CD8 ici. Puis vous voyez ici qu'il y a des cellules qui ont à moitié de CD8. Enfin, c'est pas à moitié, c'est 10 fois moins. Attention. Et puis il y a des cellules qui ont
ni l'un ni l'autre, puis il y a des cellules qui ont un petit peu des deux. D'accord? Donc, deux remarques là-dessus. Ce que je disais, c'est qu'en dot plot, en nuage de points, on a beaucoup plus d'informations. D'accord? Donc, évitez les histogrammes qui ne servent à rien. Et puis la deuxième chose, c'est que quand vous mettez deux couleurs, là sur mes lymphocytes, j'ai des CD4 et D8, je n'ai pas des CD4 et des CD8, je n'ai pas deux populations, mais je peux en avoir 6, 7 ou 8. D'accord? Et après, sur chacune des sous-populations, je regardais autre chose, et ça ne multiplie pas par 2, ça multiplie les 6 au départ par autant de chiffres. Donc quand je l'ai dit tout à l'heure qu'on était en courbe exponentielle, c'est en considérant qu'on avait deux populations chaque fois. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et beaucoup plus riche. Alors, autre piège. Autre piège. Quand vous dites, ici, je dis là, je demande à mon logiciel de ne regarder que les lymphocytes T. Vous voyez, c'est marqué en haut. Je dis au logiciel, ne regarde que les lymphocytes T. Les autres, on s'en fiche. Le monocyte, le nucléaire, les lymphocytes P. Ok? Donc, j'ai fait une première fenêtre, on vous expliquera, sur les lymphocytes qui expriment du CD3. Je lui dis, regarde que ça, et dis-moi s'il y a du CD4 et D8. D'accord? Et je vais lui demander, donne-moi quel est le pourcentage de CD4, par exemple, dans celui du sida. D'accord? Il va me donner un pourcentage CD4. Donc, c'est très facile de donner un pourcentage de cellules. Il suffit de mettre une fenêtre autour de la population et vous dit tout de suite le pourcentage. Mais la grosse difficulté, c'est qu'on ne sait jamais le pourcentage de quoi. D'accord? Donc, moi si je vous dis, je vous donne un pourcentage de CD4, vous comprenez parce que je vous ai expliqué que sur ma figure ici, sur ma figure en bas à droite, je n'ai sélectionné que mes lymphocytes T. Mais si j'avais sélectionné tous mes lymphocytes, le pourcentage serait complètement différent. D'accord? Donc, je ne peux pas vous faire croire que j'ai 60% de lymphocytes CD4+, si je ne vous dis pas comment j'ai raisonné. D'accord? Donc, partout, vous mettez chaque fois votre raisonnement. Si vous faites des cours, si vous analysez vous-même, si vous faites des articles. D'accord? Et vous verrez qu'il y en a beaucoup d'articles qui ne précisent pas. Et maintenant, c'est des choses qui passent. Sauf si c'est un reviewer qui a rien compris. Mais quelquefois, c'est des articles d'immunologie fondamentale, par exemple, où le reviewer, c'est quelqu'un qui est spécialisé de la souris, mais qui n'est pas spécialisé de la stéatrie et qui propose des choses. De plus en plus, on a mis des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le minimum qu'il faut faire pour pouvoir publier des résultats sur un cytométrie en flux. Alors, par exemple, ici, j'analyse toujours pareil, les TDC4 et D8. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, on vous a dit tout à l'heure qu'on commence toujours sur un nuage où il y a toutes mes cellules. Forward scatter, side scatter. D'accord? Et j'arrive à séparer des nuages en fonction des données physiques de mes cellules. Sur certains cytomètres que je n'aimerais pas, c'est pas toujours très joli. Surtout si on travaille sur du sang total, etc. Donc, une autre possibilité, c'est d'utiliser du CD45, c'est ce que j'ai fait. CD45 et side scatter. CD45 qui nous séparait, comme on a vu tout à l'heure, trois populations, les lymphocytes, les monocytes, les polynucléaires. D'accord? Là, c'est très joli, on peut bien voir les trois populations. Donc, je peux très facilement démontrer à un petit étudiant qui vient faire un stage dans le laboratoire, regarde, dans le sang, il y a trois types de globules blancs, les lymphocytes, les monocytes, les polynucléaires. D'accord? Je peux même donner les pourcentages de chaque population. Et je peux faire des gates, des fenêtres, et je dis, je vais regarder que mes lymphocytes, tous les lymphocytes. Ok? Ensuite, je vais regarder sur mes lymphocytes, je vais regarder ceux qui ont du CD3, ceux qui ont du CD56, et là je vois trois populations. Mes lymphocytes T qui ont du CD3, mes lymphocytes NK qui n'ont pas de CD3, qui ont du CD56, et les autres, dont je sais que c'est des lymphocytes T. Donc là, j'ai déjà séparé mes lymphocytes en trois populations, je peux donner le pourcentage de mes populations. Et si je donne un pourcentage de lymphocytes T, je dirais, mes lymphocytes T, dans ce cas-là, c'est 75%
des lymphocytes, qui correspondent à 10% des leucocytes, qui correspondent à 0,1% des globules en totalité dans le sang. D'accord? Donc toujours, ne dites pas j'ai 3% de cellules, ça veut rien dire. Ok? Mais vous écouterez dans la conférence, dans les articles, c'est très souvent une erreur qui est très. Ensuite, je vais dire à mon cytomètre, occupe-toi uniquement des lymphocytes, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc prends que cette famille ici, donc je mets une fenêtre ici, là, que je n'ai pas dessinée, et dans cette famille, dessine-moi les CD4 et CD8. D'accord? Et vous voyez que j'ai une grosse partie de mes lymphocytes qui sont CD4 et une autre partie qui est de CD8, avec deux populations qui sont exclues, bien que j'ai des trucs au milieu. C'est pas le problème actuel. Donc, maintenant je peux répondre, mes lymphocytes TCD4, c'est 60% de mes lymphocytes TCD3, qui sont 75% de mes lymphocytes totaux, etc. D'accord? Ça s'appelle la hiérarchie de vos fenêtres. Et après, je peux continuer. Donc, quand vous mettez un graphe sur un compte-rendu, sur un résultat, sur un article, il faut toujours que sur votre graphe, vous expliquiez quel marquage vous mettez. D'accord? CD3, CD4, CD8, il y en a 500 en CD1. Vous mettez quel fluorochrome vous avez analysé. D'accord? On reviendra dessus. Et vous mettez sur quelle population vous avez analysé. D'accord? Vous verrez qu'il y a beaucoup de graphes où ils mettent FL1, FL2, FL3. Ça ne veut rien dire parce que FL1, FL2, FL3 sur un calibre, c'est pas pareil que sur un Excel, c'est pas pareil que sur un Cantor ou un FC500. D'accord? Ça dépend de vos banques. Donc mettez bien des informations très précises. Et après, vous pouvez mettre les pourcentages. Et essayez chaque fois de bien vérifier votre hiérarchie. Et attention, il y a beaucoup de pièges. Il y a des gens qui travaillent sur Cantor qui ont un diva. D'accord? Un diva, vous créez une image, vous dites, tiens, je vais regarder CD4, CD8. D'accord? Il va vous afficher CD4, CD8. Vous mettez une guette, une fois sur deux, la guette, votre fenêtre, elle n'est pas attachée à la même population que celle qui est sur votre graphe. Donc l'ordinateur, il va vous donner un pourcentage. D'accord? Mais une fois sur deux, le pourcentage est faux. Quelquefois, il vous donne un pourcentage à 0%, vous avez plein de cellules. Là, vous dites qu'il y a un piège. Mais très souvent, c'est faux. Donc il faut toujours vérifier. Vous avez un œil sur votre graphe ici. D'accord? Vous avez une population CD4 et CD8. Et vous avez l'autre œil sur votre hiérarchie de vos populations. Là, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous avez ici toutes les cellules. Sur toutes les cellules, j'ai une fenêtre sur mes lymphocytes. Dans mes lymphocytes, j'ai une fenêtre sur lymphocyte T, une fenêtre sur lymphocyte NK, une fenêtre sur lymphocyte P. Et dans la fenêtre lymphocyte T, j'ai une fenêtre sur les CD4, une fenêtre sur les CD8. Et dans les synthèses CD8, j'ai une fenêtre sur CD56. Vous voyez? Et là, je vois bien la hiérarchie et je peux être sûr de mes pourcentages. D'accord? Regardez déjà, juste là, il me donne deux pourcentages différents. Il me donne un pourcentage et il me dit ça c'est le pourcentage par rapport aux parents. Juste la lignée qui est dessus. Donc par exemple ici, CD8, CD56, j'ai 15%. C'est 15% de mes TCD8. D'accord? Parce que c'est juste ici. C'est juste la population de parents dessus. D'accord? Mais il peut vous donner aussi le pourcentage par rapport au total, qui ne nous sert à rien. Mais par exemple, sur le contrôle de qualité international qui est produit en Angleterre, sur le pourcentage CD4 et CD8, ils n'ont jamais, même sur un échantillon normal, ils n'ont jamais 60% CD4 et 30% CD8, parce qu'ils considèrent des pourcentages du total, ce qui ne veut absolument rien dire. D'accord? Et si vous répondez, comme vous répondez à vos patients, vous répondez au contrôle de qualité, vous serez complètement faux et vous aurez une mauvaise note. Donc, et toujours à l'idée, j'ai un pourcentage, mais un pourcentage de quoi? D'accord? Ça, c'est un graphe que j'ai trouvé dans un article au hasard. D'accord? Et il a
Alors, ils avaient mis des indications pour les axes X, Y, mais ils n'ont pas mis d'indication sur le fenêtrage de la population. D'accord? Donc, ils mettent des pourcentages. Vous voyez, ils mettent même deux chiffres après les virgules. Alors, la différence entre 5,31 et 5,30, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose sur la connaissance d'une énergie. Mais par contre, ils ne nous disent pas le pourcentage de taux. D'accord? Alors, attention, parce que vous allez faire des exercices tout à l'heure, demain sur les ordinateurs, et nous, on passe derrière avec des bâtons. Hein. Ça, c'est un autre article où ils ont très bien fait. Chaque fois qu'ils mettent un résultat, vous voyez, ils mettent un résultat. Alors, ils mettent l'anticorps avec le fluorochrome. D'accord? Là, ils ont mis des courbes de niveau. Mais ils expliquent toute leur démarche. Là, ils mettent forward scatter, side scatter. Alors, ça dépend des marques. Il y en a qui mettent un sens dans l'autre. On s'en fiche, vous faites ce qui vous plaît. D'accord? Mais ils mettent forward scatter, side scatter. Ils ont leur population. Vous voyez qu'il y a pas les trois populations parce que c'est déjà des cellules triées. Là-dessus, ils disent je choisis les cellules qui ont du CD14. D'accord? Sur les CD14 négatif. Donc, ils ont pris cette fenêtre-là. Ils disent de ça, je regarde les cellules qui sont vivantes et les cellules qui sont mortes. C'est les cellules qui sont mortes, je les élimine. Ensuite, ils disent sur les cellules qui sont vivantes, je regarde l'expression du CD34 et du CD45. Et je peux isoler mes cellules souches. Et là-dessus, sur mes cellules souches, donc vous voyez que le nombre par rapport qu'on a ici et le nombre où on est déjà là, ça s'est beaucoup réduit, hein, parce qu'on est à 0,1%. Et là-dessus, il y a le cadre encore un blocage. D'accord? Là, c'est très clair, je sais ce qui meurt, et je sais à quoi correspond le pourcentage. Et le 67% ici, c'est le 67% de cette toute population qui est le 0,1% du total. Ok? Ça vous permet aussi de descendre très très bas en pourcentage de population. D'accord? Si vous avez une ENF, si vous analysez vos globules blancs et que vous avez un pourcentage, 1% c'est déjà pas très précis, 0,1% c'est impossible. En cytométrie en flux, on arrive à descendre à 0,001% parce que justement on est allé étape par étape. Alors qu'est-ce qui est positif? Très compliqué. Très compliqué. Quand j'ai deux populations comme ça, je sais que là j'ai une jolie vallée au milieu, j'ai un joli groupe positif, un joli groupe négatif. Donc, j'ai pas trop de difficultés, je vous disais, même un petit enfant peut trouver ça. Seulement, si vous passez plusieurs échantillons, votre vallée elle va bouger un petit peu. D'accord? Donc il faudra que vous ajustiez. Et ça, c'est pas de la triche. Hein, on vous a parlé tout à l'heure de lune, de sort, de montagne. Si j'ai beaucoup de négatifs, je vais avoir une grosse dune et pas beaucoup de positifs, je vais avoir une petite dune, donc ma vallée va bouger un petit peu. Si j'ai l'inverse, ok, si j'ai une grosse population positive et une toute population négative, ma vallée va bouger dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire que celle-là, ces cellules sont négatives, ça veut dire que ma vallée a bougé un petit peu. D'accord? Et si vous passez beaucoup d'échantillons, gros, ça bouge tout ça. D'accord? Alors quand c'est pas trop, on vous dit, vous passez le premier tube, vous mettez bien vos fenêtres, et après vous touchez surtout pas, et puis vous passez les autres tubes. C'est une méthode facile pour dire, moi je peux parler des deux choses. Mais en pratique, c'est faux. D'accord? Si vos deux populations sont largement espacées, c'est bien. Si les populations ne sont pas très espacées, c'est obligatoirement faux. Par exemple, ici, je fais un marquage CD3, toujours pareil, et CD8, et vous apercevez que dans mes CD8, j'ai deux nuages. Vous voyez? Et sur mes deux nuages, alors ça ne compte pas les deux, hein, c'est un cas particulier, mais sur mes deux nuages, comment je vais pouvoir séparer mon vrai nuage positif ici et mon nuage ici qui avait CD8 diminué. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait avoir un exemple où il y avait deux pics de CD8. Ça, c'est un exemple comme ça. D'accord? Sur le dot plot, j'arrive à les séparer un petit peu parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même intensité. Mais ma fenêtre que j'ai mis au départ pour mes CD8, elle va pas prendre que les vrais CD8. D'accord? Donc je suis obligé d'ajuster.
Et là, c'est encore plus compliqué, parce que là, je regarde par exemple du CD56. Le CD56, il est très faible sur les cellules. Parce que l'anticorps, il est pas bien bon. Parce que le fluorochrome, il est moins bon. Il y a des fluorochromes qui sont très forts, vous avez dit tout à l'heure. Le rendement quantique est très variable d'un fluorochrome à l'autre. Mais surtout pour le CD56, il n'y a pas beaucoup de molécules à la surface de votre cellule. Donc même si vous avez un truc qui crache beaucoup, comme on a dit, le fluorochrome ne crache pas tout, s'il n'y a pas beaucoup de molécules, on ne peut pas inventer. Okay. Donc dans ce cas-là, le CD56, c'est très difficile de faire la différence entre le négatif et le positif. Ok. Donc là, c'est un petit peu au feeling, c'est un petit peu à mon humeur, c'est un petit peu si je vais faire vite, pas vite. Si c'est moi qui valide, c'est pas pareil que si c'est mon collègue. Si c'est moi qui valide ça ce week-end, ça sera pas pareil que si c'est vraiment. Ok. Donc là, il faudrait trouver des règles pour faire à peu près tous la même chose, mais sachant que si ce que vous faites chez vous dans votre étude, ce ne sera pas exactement pareil que ce qui est fait dans un autre centre. Et si vous faites des études de plusieurs centres, ça devient compliqué. Donc quand on fait des études sur plusieurs centres avec la cytométrie, il faut bien définir les règles dès le départ. Comment on règle le cytomètre et comment on définit le positif. D'accord? C'est pas évident. Alors comment on définit un négatif? Là, c'est encore plus compliqué. En cytométrie, on ne sait pas regarder les négatifs. D'accord? On ne sait pas comment faire. Très compliqué. Je fais un test très simple. J'ai une dame, chaque fois qu'elle prend un médicament, ses plaquettes chutent. Donc le médecin, il me dit, c'est à cause du médicament, ses plaquettes chutent. Il me dit, c'est pas toxique, donc c'est immunologique, donc essayer de montrer que c'est bien le médicament, parce que c'est une dame qui prend 10 médicaments. Donc quel est le médicament qui est en cause? Alors, je vais marquer mes plaquettes. Je prends du sang, je mets mes plaquettes, je marque mes plaquettes, je vois bien les jolies plaquettes. Et puis après, je mets le médicament et mes plaquettes disparaissent. Comment je peux prouver que mes plaquettes ont disparu? C'est très très compliqué. D'accord? Alors, on n'est pas bon là-dessus, sur le négatif. Alors, classiquement, je vous dirais au départ que quand vous analysez des cellules, il faut d'abord les mettre toutes nues pour voir comment ça se passe. D'accord? Et on essaye de les mettre dans le premier quart de notre ok? Ça, c'est soit en histogramme, soit en nuage de points, on les met ici. Classiquement. D'accord? Vous verrez que sur l'exercice que j'ai amené, c'est pas toujours ça. Peu importe. Et vous dites, ça, c'est mes négatifs, et après, je vais mettre les positifs. Et je décide mon seuil. Ok? Mais est-ce qu'une cellule qui est toute nue, elle va se comporter de la même façon, elle va avoir la même couleur qu'une cellule sur laquelle on a mis un anticorps, mais que l'anticorps ne reconnaît pas? Ok? Je vous parle, par exemple, l'exemple de mes lymphocytes T. Ils ne sont pas reconnus par le CD19, mais si j'ai du CD19 avec des fluorochromes dans mon tube, est-ce qu'on n'est pas sûr, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas un petit peu de CD19 qui va se coller sur les cellules? Ok? Donc ça, les cellules toutes nues, ça ne suffit pas pour montrer qu'on a un négatif.